passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleymani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Zineb Souleymani et je vous souhaite la bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore, libre et hybride. Un espace qui essaie d'avancer entre l'intersection et la marge. Pour celles et ceux qui étaient là au dernier épisode, nous sommes toujours à Genève et après avoir eu le contexte du Festival de la Bâtie avec son directeur Claude Ratzé, aujourd'hui nous passerons la moitié d'une heure avec une jeune équipe artistique suisse présente sur l'édition de cette année. Aujourd'hui, nous sommes avec Igor et Thomas du trio Balestra Cardellini Gonzalez. Ouais, je suis presque prête. Et vous rejouez ce soir encore? Oui. Hier c'était la dernière? Non, jusqu'à dimanche. Ah super, une grande série. Igor Cardellini et Thomas Gonzalez, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le Beau Bizarre. Avec Rebecca Balestra, vous présentez à la Bâtie ici à Genève, Showroom, un spectacle écrit à 6 mains en 2019 que vous avez dû mettre en sommeil pendant cette période particulière que nous avons traversée avant de le recréer à Vidi à Lausanne en mai dernier. Tout d'abord, comment vous avez vécu cette période ? D'abord, on s'impatientait de pouvoir le montrer. On avait créé une première version de ce spectacle, effectivement, au Phare Festival à Nyon en 2019. Et sur cette base-là, on a recréé cette première base. On a retravaillé ça à Vidi. Et on a montré ce spectacle, cette version retravaillée en mai de cette année. Après le confinement, ça n'a pas été particulièrement une phase de repos, puisqu'on avait d'autres projets en même temps, et dont l'intégralité des dates de première s'est passée à la réouverture en fait, des lieux en Suisse. Donc on avait l'Âge d'Or, un autre projet, et Showroom. Et c'est vrai que du coup ça a été un vrai moment de recherche, d'écriture. On n'a pas du tout le temps peut-être un peu quand même de réfléchir à ce qu'on voulait. Notamment pour Showroom, ça nous a laissé le temps de repenser certaines images, de regarder les captations, de se dire comment est-ce qu'on voudrait améliorer telle ou telle chose, comment est-ce qu'on voudrait retravailler le texte. Mais ça n'a pas été une phase de latence en tout cas. Donc c'est vrai que ça n'a pas été une période de latence pour ce spectacle qui n'a pas été déplacé. Mais le confinement était une période de travail intense, vu qu'on était sur plusieurs projets qu'il fallait montrer au moment où tout réouvrirait. Il me semble qu'avec Showroom, vous n'êtes pas à votre première collaboration à 3. Vous pouvez nous raconter comment vous êtes rencontrés et comment est née l'envie de collaborer ensemble, peut-être? Rebecca et moi, on s'est rencontrés au Conservatoire de Genève, qui est une école préparatoire de théâtre. Thomas, exactement. Et ensuite, on était ensemble à la Manufacture, qui est la haute école de théâtre de Suisse romande, dans laquelle j'enseigne maintenant. Mais on n'avait jamais particulièrement travaillé ensemble. Et puis, par contre, j'ai commencé à travailler avec Igor, avec lequel on est en couple d'ailleurs. On s'est rencontrés dans une boîte de nuit. Et quand on a commencé à travailler avec Igor, on s'est dit qu'on voulait justement créer un trio avec une troisième personne pour créer un premier spectacle qui s'appelait Self-Help. Et on a tout de suite pensé à Rebecca, et c'est vrai que le courant est passé. Et la première collaboration s'est si bien passée dans l'écriture, dans le jeu au plateau, dans les inspirations esthétiques, qu'on a décidé de continuer dorénavant à travailler en collectif. C'est vrai qu'on avait déjà collaboré avec Thomas sur un premier projet, un peu naturellement. Et j'ai vu Rebecca en scène et j'ai eu très envie de travailler avec elle parce que je trouve qu'elle a cette présence qui lui permet d'être en même temps très drôle, très grave. Et une amplitude de jeu vraiment intéressante. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'on voulait collaborer avec une personne qui serait une co-metteuse en scène, pas juste avec une interprète. Et là aussi, ces qualités-là de direction artistique et de mise en scène. Donc moi, je viens des sciences politiques. J'ai fait les sciences sociales et politiques à l'université. Donc j'ai étudié la socio, l'anthropologie et d'autres disciplines
comme l'économie politique. Et donc j'ai commencé après l'université à travailler sur des projets en tant que dramaturge, notamment King Kong Theory d'Émilie Chariot. Et donc c'est un petit peu plus tard que j'ai connu Thomas, et avec lequel on a commencé à collaborer un peu naturellement, puisqu'on était ensemble, et que quand on est ensemble, on discute de ce qu'on fait. Et voilà, j'ai tendance à avoir des avis sur beaucoup de choses. Showroom 2021, installation temporaire, palmier en polyéthylène, fourrure en fibres synthétiques, colonne corinthienne en plâtre, pêche en polyuréthane. À l'entrée dans la salle, le regard du visiteur se pose spontanément sur l'espace blanc à l'architecture symétrique, faisant face à un gradin. Alors, Showroom, pourquoi ce titre? Et qu'est-ce qu'il dit déjà? Qu'est-ce qu'il annonce comme ça? L'idée derrière le titre de Showroom, c'est les pièces à montrer. Que ce soit dans les musées, dans les cinémas, dans les théâtres, c'est ça qu'on traverse en fait dans le spectacle, différentes pièces à montrer, et qu'est-ce que la société dans laquelle on vit veut représenter dans ces pièces. La scénographie par exemple s'inspire beaucoup de l'univers muséal, et la comédienne, donc Rebecca, traverse avec l'aide de 2 régisseurs et régisseuses plateau une suite de dioramas qu'elle construit progressivement. Ces dioramas, c'est dans les muséums d'histoire naturelle. Quand il y a par exemple une reconstitution d'animal préhistorique avec un fond peint, c'est ça qu'on essaie de créer. Et puis progressivement, on arrive vers le théâtre antique, et puis après le musée d'art contemporain. Et c'est ça qu'on essaie de traverser. Donc pour expliquer, la scénographie, c'est 5 couloirs créés par des panneaux blancs. Et dans chaque couloir, un tableau se constitue. On fait un retour en arrière dans le temps, à l'échelle de l'humanité. Et donc tout au fond, on est au début de l'humanité. Et plus on avance, plus on traverse le temps dans des moments qu'on a choisis. Et donc chaque couloir constitue un décor particulier, un moment de l'histoire, et aussi des représentations archétypiques de l'Antiquité, du Moyen-Âge, aussi de la période de la Révolution industrielle, aujourd'hui aussi la période contemporaine. Et à chaque fois, en fait, dans ces couloirs successifs, on constitue des images, des dioramas de ces périodes-là, et on joue avec ces stéréotypes aussi, de la manière dont on représente certaines époques. Et à chaque fois aussi, on joue avec... il y a un certain type de show qui se met en place. C'est-à-dire que, par exemple, juste après le Moyen-Âge, on a une période où tout d'un coup, on s'approche de la Renaissance et des Lumières. Donc on joue avec les stéréotypes qui sont attachés à ces époques-là et à la manière de les représenter. Et chaque couloir, chaque image constitue aussi un show spécifique. Et on joue avec différents types de shows. Le cinéma, la galerie, le stand-up, différents genres de spectacles dans ces pièces à montrer. Bonjour. Extrait du reportage de TV Léman. Ça va vous-même? Ça fait 47,65, carte cumulus, non? J'étais plutôt quelqu'un d'assez assez discret, timide et transparent. C'est complètement paradoxal, mais c'est vrai que la plupart des acteurs sont timides, n'aiment pas qu'on les regarde. La plupart des acteurs comiques sont complètement dépressifs et suicidaires. Donc il y a vraiment quelque chose de paradoxal dans le théâtre que j'explique pas forcément. C'est juste que comme je vous ai dit tout à l'heure, je me sentirais plus à l'aise, moins nue avec un livre. Vous pouvez m'apporter mes mémoires, elles sont sur la table. C'est juste que toute seule, c'est un peu cruche, quoi. On se dit la pauvre n'avait aucun hobby, non? Rebecca Balestra tisse sa toile sur la scène romande. À 33 ans, elle est en train de devenir incontournable. Waouh! Ah, c'est très bien. Merci, waouh. Voilà. Non, vous savez pas ce que flatter veut dire, mais c'est très bien. C'est très bien brossé, c'est terrible. Justement, dans Showroom, Rebecca Balestra incarne seule sur scène une série de personnages qui composent une succession de tableaux, comme vous disiez à l'instant, avec un premier tableau de métiers en voie de disparition. Il semblerait que d'ici 2030, près de 66 millions d'emplois pourraient disparaître. C'était ça pour vous la motivation de départ, à capter la vie de ce qui va bientôt ne plus exister, comme une manière de le musifier justement dans cette scénographie un peu white cube? On part de cette narration qui veut que des millions d'emplois vont disparaître d'ici quelques dizaines d'années, et donc on a eu une première envie d'aller rencontrer les personnes dont les métiers sont en voie de disparition,
et de récolter en fait la voix de ces personnes en action. Donc ça, c'était le premier désir. Et puis on a aussi échangé avec ces personnes, et un motif revenait régulièrement, celui d'une forme de fatalité, et qui consistait à dire on n'arrête pas le progrès. Et là, on s'est dit qu'il y avait le nœud de quelque chose et qu'on voulait réfléchir et peut-être thématiser un petit peu plus qu'est-ce que le progrès. Est-ce que la voie qui était dessinée est vraiment celle du progrès? Est-ce que c'est des gens qui sont remplacés par des machines, ou est-ce que c'est un groupe de gens qui remplacent d'autres personnes à des fins spécifiques? C'est là qu'on a eu ce désir d'étendre en fait l'ampleur du spectacle et de proposer une déconstruction de l'idée de progrès. Et dans ce retour en arrière, en fait, il y a un dialogue qui se crée entre une machine narrative, parce que tout le spectacle en fait est accompagné d'un surtitrage avec une connaissance qui commence à se mettre en place sur le monde, qui raconte en fait une forme de généalogie sauvage de cette idée de progrès depuis les débuts de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et donc les spectateurs et spectatrices lisent ce texte, et la comédienne Rebecca doit mettre en place ces images en fonction du rythme qui est dicté par la machine narrative. Et donc il y a un choix qui s'opère là aussi pour le spectateur et la spectatrice. Est-ce qu'on suit l'histoire qui est proposée et qu'il faut lire? Est-ce qu'on suit l'humain en scène? On voulait créer un rapport avec un dispositif où on met les spectateurs et spectatrices dans une situation qui peut être celle de l'aliénation par moment, quand on n'arrive pas à suivre le rythme dicté par le texte qui défile, ou alors celui de l'émancipation, parce que tout d'un coup ce texte donne la sensation d'avoir une plus grande réflexivité sur ce qui se passe autour de nous, et la comédienne est dans un rapport similaire avec la machine, c'est-à-dire que des fois elle se rebelle, des fois elle est complètement soumise au rythme qui est dicté. Comment vous avez glané et choisi les métiers? Il y a des récits de métiers qu'on reconnaît, et puis d'autres qu'on devine, et puis d'autres, si on n'a pas le contexte aussi local, peut-être on peut être un peu dérouté. Comment vous les avez glanés et mis en scène? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on joue le spectacle, on choisit plutôt des enregistrements d'endroits proches. Là, c'était principalement la région autour de Genève, donc Nyon, Lausanne, le lac Léman. Et on a choisi plutôt des métiers qui ont un contact direct avec la clientèle, tels que chauffeur, chauffeuse de taxi, caissier, caissière, gardien, gardienne de musée. Enfin, un rapport très direct, et du coup aussi une prise de parole quasiment constante. En tout cas, pour un caissier ou une caissière, il y a ces mots qui s'échangent, qui se répètent, et qui sont aussi aliénants quelque part, d'être toujours dans la politesse, de toujours dire bonjour. Et puis aussi, ce qui nous intéressait, par exemple, on a eu un enregistrement de vendeuse de parfums dans un magasin suisse. Et là, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était la construction du narratif et des mondes auxquels ça fait appel. C'est-à-dire que pour vendre ces produits, on fait appel à tout un imaginaire, de l'exotisme, du privilège. Tout d'un coup, en achetant ce produit, vous allez avoir accès à ce que Monsieur Armani a lui-même vécu, et c'est grâce à quelques francs que vous pouvez dépenser que vous aussi, vous aurez accès à ça. Et c'est ces univers qu'on convoque. Dans Showroom, vous vous êtes donc intéressé à la question du progrès, et vous avez composé un récit qui puise dans l'histoire de l'homme avec un grand H de manière très subjective, un texte truffé de références historiques et intellectuelles que vous saupoudrez d'une couche critique de la société du spectacle, une société qui surconsomme aussi les produits culturels, des produits qui suivent une logique de surproduction. Comment vous vous situez-vous vis-à-vis de cette surconsommation culturelle, et est-ce qu'il serait possible d'introduire pour vous, pas forcément dans votre travail, mais dans la réflexion, la notion de sobriété dans la création? Est-ce qu'elle est possible? C'est une question très, très compliquée là que vous posez. Dans Showroom, une des choses qu'on a essayé de mettre en place d'un point de vue uniquement logistique, par exemple, c'est que c'est de la récupération en fait. L'intégralité de la scénographie, par exemple, provient de musées et de théâtres. Du coup, on emprunte en fait tout ce qu'on utilise au plateau quasiment. Il y a une petite partie qu'on a bien sûr acheté, mais c'est vrai que c'est l'idée en fait de pouvoir, puisque la pièce s'inspire du monde du musée, de pouvoir véritablement emprunter des objets, des accessoires, de la scénographie. On a fait appel aussi à tout un type de corps de métier qui tend à disparaître. Par exemple, c'est assez rare de faire encore réaliser, en tout cas dans le théâtre contemporain en Suisse, des scénographies faites de
panneaux de tissu tendus comme ça. Et ça, c'est aussi une volonté de notre part, puisqu'on parle de ce genre de métier, de faire appel à ce type de métier. Les régisseurs plateau, d'ailleurs, avec lesquels on travaille, ne font plus, dans la plupart des cas, des manipulations au plateau, et ça, c'est quelque chose qui nous fait plaisir aussi. Et puis, c'est vrai que ça s'inscrit dans une réflexion un peu plus grande dans laquelle le théâtre de Védy tend à s'inscrire, qui est celle de la logique d'économie ou de sobriété de la production, de la durabilité de la production. Et par contre, dans Showroom, ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt d'être critique aussi dans l'accumulation de ces objets. C'est qu'au fur et à mesure que la pièce se déroule, on accumule les objets, les dioramas, et que ça crée justement cette vision un peu fourre-tout, too much comme ça de l'accumulation d'objets, surtout dans la dernière scène où on accumule les petits objets fétiches. Mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles on réfléchit. Pour Showroom, ça nous semblait important d'être plutôt justement dans une sorte de matérialisation de cette accumulation. Mais c'est vrai que quelque chose d'intéressant, c'est que à chaque fois, pour constituer la scénographie, on fait appel au musée, opéra, théâtre du coin, et qui nous prêtent une bonne partie en fait des éléments du spectacle. Comme l'a dit Thomas, il y a vraiment une base qu'on déplace, mais c'est quelque chose qui rend, je pense, aussi intéressant le spectacle, qui en fait change à chaque fois qu'il tourne. À une époque, et on ne l'a pas fait finalement, on aurait voulu constituer un petit carnet pour le public, avec, comme dans les ventes aux enchères, avec chaque objet, le prix, où on l'a trouvé. Et finalement, c'est tout un travail parallèle qu'on n'a pas pu mener, mais dont on rend compte dans la feuille de salle. Normalement, on note tous les endroits qui nous ont prêté des objets. Ça fait une liste assez longue et extravagante comme ça. Mais du coup, par rapport à la composition du récit, c'est-à-dire, quand je disais un récit d'une part un peu subjectif, il y a aussi l'histoire de l'humanité depuis que le monde est monde, de l'histoire officielle qui surplombe comme ça des ponts de l'histoire qu'on ne connaît pas ou peu, ou qu'on n'a peut-être même pas écrit. Mais comment vous avez navigué là-dedans pour pouvoir nous donner un peu, à travers la machine, ce récit qu'on doit lire? Parce que c'est vrai, il y a aussi un rythme de lecture en fait qui nous est imposé. Donc comment vous êtes arrivé à plus proposer ce récit-là et pas un autre, par exemple? Alors je pense que c'était une négociation entre les images qui nous semblaient intéressantes à la scène, à mettre en place, et ce que ça nous permettait de créer comme décalage, et aussi ce qui nous semblait important de mettre en évidence dans la constitution de cette idée de progrès. Comment est-ce qu'elle se met en place aux Lumières? Comment est-ce que, sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, qui est assez récente, comment est-ce qu'elle induit un rapport particulier à l'histoire, un rapport linéaire qui est progressiste et qui va toujours vers le mieux, un rapport particulier aussi à l'environnement. Ça implique que la nature est une ressource que l'on exploite, et un rapport particulier à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie qui est créée donc entre les peuples, ceux qui ont réussi à s'élever étant jugés comme supérieurs. Et donc on parle là du monde occidental qui est en train de se constituer comme aussi monde premier, et de définir en fait des canons de ce qu'est l'histoire et ce qui en reste en dehors aussi. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir garder ensemble ces trois dimensions que sont comment est-ce qu'on conçoit en fait, où est-ce qu'on se dirige et où est-ce qu'on va, la nature et comment est-ce qu'on vit avec, et puis et l'autre, quoi, qui c'est l'autre, et voilà, comment est-ce que on crée quel type de relation on crée avec l'autre. Avec une volonté aussi parfois de s'intéresser justement à ceux qui ne sont assez peu restés dans l'histoire. Par exemple, qu'est-ce que l'arrivée de la guillotine a provoqué sur les bourreaux? Qu'est-ce que l'arrivée des premières machines à tisser a provoqué sur les tisserands, les tricoteuses? Donc une volonté justement dans ce retour en arrière aussi, au-delà de la grande histoire avec un H, de s'intéresser à ces figures d'emploi, de personnes qui travaillent et qui, pour subvenir à leurs besoins, ont été remplacées par l'invention, par la machine. Ceux qui sont effacés par l'histoire ou relégués à la périphérie. En vivant, que ce soit des amitiés, des amours, la religion, en faisant pousser quelque chose, en participant à un mouvement politique ou en classant des archives au fond d'une bibliothèque, les catégories qu'on apporte avec soi achoppent de façon intéressante. Et mon attention s'est en fait concentrée sur ces moments extraordinairement fertiles où l'effondrement des catégories permet d'entrevoir qu'autre chose est imaginable.
Je n'avais pas pour but de tout changer, mais de changer ces catégories, ou au moins celles qu'on utilise le plus souvent dans la conversation, comme nature et culture, masculin et féminin, animal et humain, ces catégories qui ont tendance à fonctionner de façon binaire. Tout le monde sait que ce sont des façons tout à fait artificielles de diviser le monde, mais néanmoins, les gens s'y accrochent très fermement. Mon travail a consisté à vivre le trouble catégoriel de façon à proposer autre chose. Nous allions mettre en évidence leurs moments de transformation et de désagrégation afin d'imaginer et de vivre un monde moins meurtrier, un monde moins fondé sur l'extraction, l'exploitation, la violence, l'extermination, le génocide, le racisme, un monde moins enraciné dans des pratiques de destruction. Un extrait avec la voix de Donna Haraway, une intellectuelle et féministe américaine qui estime que nous sommes tous devenus des chimères hybrides de machines et d'organismes théorisés puis fabriqués, que notre modernité a brouillé les frontières entre le naturel et l'artificiel, entre la nature et la culture, que le développement des biotechnologies et les nombreuses connexions que nous établissons entre nous favorisent selon elle ces constructions cyborgiennes d'hommes et de machines. Et dans Showroom, vous clôturez la pièce avec cette ouverture, vous proposez une alternative à cette binarité construite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? La première fois, quand on a commencé à travailler sur Showroom, c'est vrai qu'on s'arrêtait sur quelque chose, quand on l'a créé dans Confart, on s'arrêtait sur quelque chose de moins hopeful, comme ça, de plus fermé. Et c'était plutôt justement cette grande traversée qui se terminait de manière assez sombre et aujourd'hui, enfin voilà, c'est le résultat de tout ça. Et puis on s'est dit que c'était assez, en le retravaillant là justement, pour le présenter à Vidi et puis ici, on a eu envie d'ouvrir sur quelque chose d'un peu plus positif. On s'est dit, on présente justement la manière dont le monde s'est construit, enfin dont nos sociétés occidentales et du coup le reste du monde par colonialisme aussi, s'est construit autour de ces figures de nature, culture, de binarité constante. Et on s'est dit que la pensée de Donna Haraway était celle qu'il nous fallait en fait pour ouvrir sur quelque chose de plus complexe, un spectre des possibles et quelque chose qui réconcilie aussi des choses qu'on a divisées. J'ai fait partie d'un séminaire que le Théâtre de Vidi organisait avec Vinciane Després aussi. Et c'est par ce biais aussi qu'avec les conversations qu'on a eues qu'on s'est dit que ça s'appelait Imaginaire des futurs possibles. Et tout d'un coup, ça nous est paru évident qu'il fallait que Showroom s'ouvre sur quelque chose qui donne un indice peut-être ou une envie de ce vers quoi on pourrait tendre. Oui, je pense que ce cheminement-là est allé de pair avec un cheminement intellectuel. Et dans notre parcours, on a lu Donna Haraway qui nous a donné des clés très intéressantes pour comprendre les choses de manière un petit peu plus complexe et ne pas rester enfermé dans une critique peut-être des rapports de pouvoir, dans une observation figée des déterminismes, de comment est-ce que le monde nous écrase, puisque un des éléments de notre pièce, c'est aussi de déconstruire le progrès, de faire une généalogie d'une idée, une généalogie sauvage, mais quand même, en tout cas de la reparcourir par certains points d'entrée et certains endroits. On s'est dit que quelque chose qui était extrêmement intéressant, justement, c'était de pouvoir donner des éléments de construction future potentielle et de qu'est-ce que finalement d'autres discours pourraient venir amener dans le changement de l'état actuel du monde. Et je pense que si le théâtre a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là, c'est peut-être qu'il peut constituer une base à l'émancipation, insuffler quelques idées qui permettent tout d'un coup de voir les choses un petit peu différemment, juste décaler un peu le regard. C'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup en même temps. Si on prend l'exemple qu'on a suivi et ce qui nous inspire, c'est construire de nouvelles fictions, construire de nouvelles figures, de nouveaux hybrides. Je pense il me semble que c'est la démarche qu'emprunte Donna Haraway dans le manifeste Cyborg, où elle propose finalement une figure nouvelle, inspirée de l'existant, mais qui le subvertit. Les artistes conçoivent ici une machine narrative qui prend au mot le critique d'art Gillo Dorfl, pour qui nous sommes aujourd'hui à tel point détachés de l'histoire qu'elle devient un magasin d'accessoires où nous pouvons puiser dans le désordre, un temps présent qui absorberait aussi le futur en l'hypothéquant.
J'avais juste une question sur le début pour boucler un peu. Il y a une introduction avec un texte de contexte historique très local dans le spectacle. Et là, je l'ai vu à Genève et je me demandais s'il y a une visibilité de ce spectacle, par exemple, en France. Et est-ce qu'il y a un retravail qui va s'opérer à chaque fois pour pouvoir s'inscrire aussi avec le contexte local ? À chaque fois, on retravaille le début du spectacle en fonction du lieu dans lequel on se trouve, puisqu'on part à chaque fois de la salle spécifique dans laquelle on se trouve pour faire un retour en arrière. Et aussi au niveau des voix qui sont retransmises par le biais de Rebecca Balestra. C'est un travail qui est fait aussi avec le contexte local. Donc on retourne récolter ces voix qui sont là autour de où se passe le spectacle. Et donc le texte que vous avez vu n'était pas le même à Vidi, bien sûr. À Vidi, on s'intéresse toujours au lien, au développement du commerce dans l'endroit dans lequel on est, à la manière dont l'endroit, par exemple dans Genève, est devenu une sorte de plaque importante financière, et puis aussi au lien avec les expositions universelles ou nationales. À Vidi, ça marchait aussi puisque le théâtre est né d'une exposition nationale. Et puis à Genève, il y a celle de Plein Palais qui nous permettait aussi de parler de la société raciste dans laquelle des os humains ont été mis en place, et qui fait du coup après écho à un moment plus tard où on parle du darwinisme ou de l'eugénisme. Et en fait, on essaie toujours de trouver des échos dans l'histoire de l'endroit dans lequel on représente le spectacle avec ce qui va venir plus tard. Il s'agit toujours quelque part dans ce premier retour en arrière depuis aujourd'hui dans le théâtre dans lequel on se situe jusqu'au début de l'humanité, d'identifier aussi des éléments, mais à rebours finalement, mais des éléments de développement de la société, là où on se situe, dans la ville dans laquelle on est. Puis après on élargit en fait le champ dans le pays, le continent, etc. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute.